Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo aujourd'hui, mais comme je l'avais promise, je vais la faire. Je profite d'un rayon de soleil qui traverse la maison, enfin l'appartement. Un rayon de soleil assez cru d'ailleurs, qui donne une très mauvaise lumière, mais bon, j'en profite. Donc, j'avais promis de parler de la méditation. Qu'est-ce que la méditation ? La méditation, j'en ai déjà parlé dans une vidéo qui s'appelle Shinzen Dojo, donc je vous recommande de la rechercher sur ma chaîne. Tout simplement, quand j'expliquais qu'en 89, lorsque j'avais reçu une ordination pour pouvoir enseigner le zazen, que j'avais eu toutes les cliques de francs-maçons, de témoins de Jéhovah, d'évangélistes qui m'étaient tombés dessus, et qui me foutaient la vie, qui cherchaient à me pourrir la vie, ils m'ont même promis de me pourrir la vie, pour certains. Voilà, donc, qu'est-ce que la méditation? C'est tout simplement une pratique, comme je l'explique dans mon livre, le premier traité de gymnagogie, arts martiaux et psychothérapie, je vous explique que la pratique de la méditation est pratiquée par toutes les religions au départ. Donc ce n'est pas une religion, c'est quelque chose qui à la rigueur relierait toutes les religions. Je dirais une religion de religion, vous voyez, c'est-à-dire en fin de compte, pratiquement tous les saints, tous les ermites, les anachorètes, les stylistes, tout ça, se sont retirés du monde et ont médité. Quand on vous dit Jésus se retira dans le désert, il jeûna et se sanctifia pendant 40 jours, ça veut dire qu'il a médité pendant 40 jours. Voilà, donc la méditation, c'est simplement revenir au milieu, c'est-à-dire revenir au centre, se centrer sur soi-même. Pas du côté égoïste, individualiste, c'est simplement chasser le mental en se concentrant sur ici et maintenant, sur les choses telles qu'elles sont. Comme dirait Épictète, ce ne sont pas les choses les événements tels qu'ils sont qui nous émeut, qui nous touchent, mais l'idée que l'on en a. Et cette idée que l'on en a, c'est le mental, qui est une sorte de disque dur, ou de logiciel plutôt, à travers lequel, qui est enrichi par l'éducation, la religion, l'éducation parentale, nationale, etc. Et qui va être une sorte de filtre à travers lesquels tous les événements neutres qui arrivent vont être interprétés. Une feuille tombe, la feuille tombe, c'est l'automne. De dire les feuilles tombent, c'est l'automne, donc je vais avoir froid, donc il faut que je me couvre, donc je m'enrhume, donc je vais être malade, n'a aucun sens. Mais bon, c'est le même principe. Quel que soit l'événement, on surréagit par rapport à notre éducation. Voilà, les émotions viennent de là, surtout. Donc pour moi, la méditation, surtout, moi qui étais ordonné dans le bouddhisme Soto, c'est le zen de Dogen, c'est-à-dire c'est le zazen. Beaucoup de moines zen, compris les Shaolin, c'est Chan en Chine, étaient des gens qui ne respectaient pas les préceptes du bouddhisme, c'est-à-dire des gens qui mangeaient de la viande, qui buvaient de l'alcool, qui allaient voir les femmes. Et ça, c'est interdit aux moines. Voilà. Donc, je vous conseille un film, je ne sais pas comment il s'appelle, je crois que c'est Zen, c'est un film qui est sur la vie de Dogen, où il expliquait un petit peu comment Dogen est parti en Chine pour ramener le vrai Zen, et qu'il a eu toutes les peines du monde lui-même à son époque pour pouvoir enseigner la méditation. Pour lui, il n'y avait qu'une seule chose, c'était la méditation. Fallait faire la méditation, donc assise, lui il disait Azazen, et il a même écrit un livre qui s'appelle le Fukan Zazengi, et un autre livre qui s'appelle le Shinkantaza, qui parle en fin de compte de l'illumination, c'est-à-dire s'asseoir en zazen, c'est déjà l'illumination. Ishiryo, c'est la pensée de la non-pensée, c'est-à-dire, comme vous ne pouvez pas vous arrêter de penser, vous concentrez sur votre respiration, vous concentrez sur votre ventre, sur votre hara, et à partir de là, le mental se calme. On prend toujours l'exemple d'un seau dans lequel on aurait mis de l'eau et de la terre, donc c'est de la boue. Tant que le bâton tourne, c'est-à-dire tant que l'esprit, le mental est en confusion, cherche à penser, à trouver des émotions, à comparer, à juger, on tourne ce bâton, et là on a une espèce de boue, on voit la vie à travers de la boue. Et hop, quand on arrête le mental, c'est-à-dire quand on arrête le bâton, c'est-à-dire on s'assoit et on médite, à partir de là, au bout d'un moment,
la terre se dépose, la boue se dépose, et il n'y reste d'un côté de la terre et de l'autre côté de l'eau. Et on voit les choses à travers l'eau, c'est-à-dire on voit les choses de façon limpide. Alors tout ça, c'est la pratique de Zazen, la pratique de la méditation assise. Alors la méditation assise, c'est simplement, vous asseyez, comme dit Dogen, hein, les oreilles horizontales, le menton et le nez vertical, et puis vous concentrez sur la respiration et la posture. C'est aussi simple que ça. Mais, des moments qu'on s'assoit et qu'on arrête le bâton, évidemment, les pensées, on ne tourne plus avec. Hein. Tant que vous tournez avec votre mental, vous avez l'impression que c'est immobile. Sauf que quand on arrête de juger, on arrête de mentaliser, et là, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui tournent, et ce qui fait que c'est comme un petit peu le footing, quand vous n'avez pas l'habitude de courir, vous commencez à faire un footing, vous avez mal pendant les 3 premières minutes. Bon, ben la Zazen, ça, vous allez être un peu confus pendant les 10 premières minutes. Donc vous allez méditer au moins 20 minutes. Donc, les bienfaits sont dans mon livre, hein, qu'on pouvez avoir sur Lulu, www.lulu.com. Donc j'ai pas prévu de vous en parler, mais c'est pour ça que je l'ai pas pris. Déjà il y a très longtemps, dans les années 80, je crois 81, un truc comme ça, j'avais acheté ce livre, donc Zen et Self Control, qui parlait déjà des expériences qui avaient été faites par Ikeda, je sais plus comment il s'appelle, Ikemi, le professeur. Voilà, c'est ça, Yujiro Ikemi, avec Maître Taisen Deshimaru, donc un moine zen, où on avait branché des électrodes. On s'est aperçu que la dure-mère, d'ailleurs, ce qui relie les deux cerveaux, était beaucoup plus épais chez les moines. Donc il y avait une meilleure transmission entre le cerveau droit et le cerveau gauche, c'est-à-dire entre la pensée, l'analyse et l'action, par exemple, la sensation. Vous avez des livres comme Le cerveau de Bouddha qui en parle, de tous les bienfaits de la méditation, fait par des scientifiques. Hein. Vous avez aussi celui-là, de Fabrice Midal, Transformez votre vie grâce au Bouddha. La méditation peut vous guérir, vous éclairer et vous libérer. Bah, évidemment, libérer de votre mental. Vous avez méditation et psychothérapie. Bon, tous ces livres-là sont assez connus. D'accord, je vais même vous en chercher un autre. Voilà, celui-là il vient de sortir. Hein. La méditation, c'est bon pour le cerveau, mais il y en a plein que vous allez trouver sur le net, vous en aurez plein comme ça. Et donc on explique quels sont les bienfaits de la méditation. Moi ce que j'avais ressenti personnellement, c'était évidemment la paix, hein, l'absence de jugement, une sorte de distance envers les événements, bien avant que j'étudie Épictète hein, et Marc Aurèle. Et simplement aussi on devient dur à la douleur. C'est-à-dire on reçoit une douleur, mais on s'en fout. C'est pas, on ne va pas rentrer dans on peut dire il y a des diatribes, il y a un nom pour là-dessus, une diarrhée mentale, vous voyez. On ne va pas rentrer dans une logorée comme ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai mal? Qu'est-ce qui va m'arriver? Il y a un conte zen, comme ça, une histoire zen, qui montre qu'un moine a été passé plusieurs années chez son maître, et il avait l'impression de rien faire, donc il est parti, et là il se cogne l'orteil contre une pierre, mais il n'a pas d'émotion. Simplement, il s'est cogné contre la pierre, c'est tout. Et il ressent la douleur, mais il ne juge pas, il pète pas les plombs, quoi, comme un enfant, quoi. Donc voilà, donc c'était surtout ça que je voulais vous dire. Et je voulais vous dire surtout qu'il existe des livres, et je vais même vous chercher le mien. Ah, je me serais jamais autant baladé. Voilà. Donc ce livre
que j'ai mis du temps à faire, parle un petit peu, enfin pas un petit peu, il parle de tous les aspects de l'art martial tel qu'il est pratiqué au départ au Japon, donc avec un travail sur le travail énergétique. Il parle du travail, enfin de l'apport du bouddhisme, du confucianisme et du taoïsme dans les arts martiaux. Donc vous avez un chapitre qui explique quelles sont les nobles vérités du Bouddha. Mais quoi qu'il arrive, dans la réalité, quoi qu'il arrive, la seule chose que l'on sait, c'est que Bouddha s'est assis, et c'est en restant assis qu'il a eu ses révélations sur ce qu'on appelle les 4 nobles vérités, sur l'origine de la souffrance. Vous savez, le principe est que Bouddha s'est assis en disant qu'il ne bougerait plus tant que tout le monde n'aura pas, tant qu'il n'aura pas trouvé la solution à la souffrance des hommes, à la souffrance du monde, et donc il a fait que s'asseoir. Il a eu sa réponse en s'asseyant et en méditant, rien de plus. Je suis en train de vous chercher des illustrations que j'avais faites j'espère qu'ils sont dans ce livre, sur la méditation. Voilà, c'est cette illustration, oui, que montre que dans toutes les religions, que ce soit l'hindouisme, l'islam, le christianisme et le bouddhisme, vous avez cette méditation. D'accord? La pratique de la méditation qui est simplement se couper du monde des hommes, du monde du samsara, ça veut dire du monde bruyant, du monde qui sollicite le mental, de façon à retrouver un petit peu le contrôle de sa vie. Et là, je me rappelle plus, on reçoit plus de 500 à 600 messages par jour, hein, qui sont des messages publicitaires. C'est-à-dire entre les marques de voitures, entre la télévision, entre les spots radio, si vous êtes dans le métro, vous avez des pubs partout, sur les autoroutes, des pubs partout, en ville, des pubs partout. Vous avez plusieurs centaines de messages qui sursollicitent votre mental. Parce que tout message publicitaire est un message complètement implicite, c'est-à-dire il vous le dit simplement quelque chose de simple, hein, il vous montre une photo, il vous montre une femme à côté, enfin une voiture avec une femme à côté, mais le message implicite c'est quand même que si vous achetez la voiture, vous aurez la nana, quoi. Donc votre cerveau il va réagir comme ça, il ne voit pas simplement une voiture et une femme. Donc ce que disait par exemple Dogen, par exemple, sur la méditation, il dit que ça permet de se libérer du désir, de rester serein, de cultiver la satisfaction, comme disait Marc Aurèle, hein. Voilà, qu'il fallait s'efforcer continuellement à cultiver l'état de présence. C'est le principe de la méditation que l'on retrouve en Aikido quand on dit qu'il faut maintenir le point. Koshito en parlait beaucoup, hein, en Kyajutsu, qu'il faut pratiquer donc la méditation zazen. Et on grandit dans la sagesse et on évite les discours inutiles. Voilà, ça c'est un petit peu tout ça, les bienfaits de la méditation pour Dogen, hein, qui était un noble, hein, c'était un de la famille des Fujiwara. Donc il disait, étudier la voie, c'est s'étudier soi-même. S'étudier soi-même, c'est s'oublier soi-même. S'oublier soi-même, c'est se fondre avec toutes les existences. Et se fondre avec toutes les existences, c'est se libérer, être libre de son corps et de son esprit. Et être libre et libérer son corps et son esprit, c'est libérer le corps et l'esprit du monde entier, quoi, de tous les autres. Voilà, donc la pratique de la méditation est très importante. On le retrouve chez les contemplatifs de toutes les religions. Mais ce n'est quand même pas une religion. C'est une pratique qui est propre à toutes les religions. Et d'ailleurs, je veux dire, le propre de Dogen, c'est d'avoir compris, enfin son professeur avait compris, que, en fin de compte, c'est surtout la méditation qui est importante. Quand on parle de bouddhisme, on parle de plein de choses, de récitation de prières, de tourner des machins et des trucs. Non, en fin de compte, c'est la méditation. Voilà, donc moi je parle beaucoup de méditation Soto-Zen, d'autres vous parleront de Vipassana, de Shamatha, voilà, de Rinzai. Moi je vous parle surtout de ça, dont le but est simplement de reprendre contrôle de son esprit, voilà,
et de ne pas disperser ses énergies partout. Alors on s'est aperçu avec l'expérience Shamatha qui a été faite au Québec dans les années 2000, que ça a augmenté la télomère. Ça, j'en parle dans mon livre Le secret des ninjas, d'ailleurs, aussi toujours chez Lulu, où j'avais pas encore l'information quand j'ai fait ce livre-là, qui est un mémoire en fin de compte de gymnagogie, mais je l'ai eu plus tard, et donc dans Le secret des ninjas, je parle justement de ce phénomène d'augmenter la téloméra, c'est-à-dire qu'on on vieillit moins vite. Voilà. C'est ce que j'expliquais. Donc ceux qui comprennent pas ce que veut dire vieillir moins vite, vous regardez à 63 ans ce que je fais sur mes vidéos, sur ma page Facebook, hein, Bernard Bordas 3, je crois que ça s'appelle, .3, sur Facebook. Et vous voyez les acrobaties que j'ai fait avec mes élèves qui avaient entre 17 et 22 ans et qui avaient du mal à faire ce que je faisais. C'est pas grave. C'est simplement la pratique de la méditation qui évite de disperser ses énergies, de perdre de la vie. L'énergie, c'est la vie. Quand vous perdez du temps, vous perdez de la vie. Voilà, donc le grand avantage aussi, on va dire, de Dogen et de Bodhidharma. Bodhidharma est celui qui a ramené le zen, entre guillemets, la méditation, Bodhidharma, il a ramené d'Inde, pardon, du Kerala, oui, d'Inde. Et Dogen, lui, a été chercher ce zen-là, ce shan-là, la vraie pratique de Bouddha en Chine. Donc à chaque fois, vous avez un continent, un nouveau, si on peut dire, hein, c'est-à-dire on s'est passé de l'Inde à la Chine, de la Chine à l'île japonaise, en passant aussi parfois par la Corée. Donc tous ces, comment on peut dire, tous ces transferts de culture sont très importants pour moi. Tout simplement, par exemple, vous prenez le christianisme, qui était une petite religion qui avait été créée par un juif, hein, qui s'appelait Jésus, enfin Yeshua, pardon. Et Yeshua, bon, bah, c'est un juif, c'est un rabbin, on l'appelait Rabbi d'ailleurs, hein, et au départ, il n'avait qu'une douzaine d'apôtres, et à un moment, il y a quelqu'un qui luttait contre les chrétiens, donc après la mort du Christ, qui s'appelait Saoul, et qui est devenu Saint Paul par la suite, parce que justement, en luttant, en massacrant les chrétiens, à un moment, il a eu une révélation, et il s'est dit, et pourquoi pas, pourquoi l'enseignement de cette personne ne serait pas vrai, et il a eu vraiment une révélation, et là il s'est mis à vouloir prêcher, sauf que lui il était romain, et les Romains ça les intéressait pas trop. Donc les disciples de Jésus, eux, étaient juifs, et ce christianisme s'adressait aux juifs au départ. C'était, on peut dire, une réforme du judaïsme, comme le bouddhisme, on peut dire, est une réforme, entre guillemets, de l'hindouisme. Donc, Saint Paul, enfin Paul, a été cherché chez les chrétiens d'Orient, c'est-à-dire il est parti dans d'autres contrées que le Moyen-Orient, pour pouvoir enseigner. Voilà. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire de savoir qu'il y a des gens qui vont sortir d'une pratique qui est limitée et réservée à un peuple, à une race exactement, à une religion, je dirais même à une famille, hein, parce que chaque divinité était des divinités de clan, donc de famille, et c'est très important. Et à partir de là, donc, les gens gardaient leur propre pratique, leur propre religion, qui étaient des religions totémiques, mythiques, qui racontaient l'histoire de leur peuple, créée par un dieu, par une déesse, par un dragon, par je ne sais quoi. Et ils se le réservaient aux membres de leur famille, c'est-à-dire de leur clan, de leur race, de leur village, je ne sais pas comment on pourrait dire. Et là, donc, avec des gens comme Dogen, comme Bodhidharma, comme Saoul, eh ben, ces pratiques ont été dispersées à travers le monde. Voilà, donc c'était juste un petit hommage à ces gens-là, qui sont pour moi des prophètes, qui ont apporté des pratiques en dehors de leur peuple, si on peut dire. Et Deshimaru Sensei est venu du Japon pour enseigner le zen en France, la pratique de Dogen en France. C'est aussi une sorte de transmetteur de la tradition. Il a apporté à des Français, c'est-à-dire il a apporté à des Européens, à des Blancs,
qui ne sont ni de sa race, ni de son, comment on peut dire, de son peuple, ni de son milieu. Vous voyez, donc c'est ça qui est important. Et un petit peu comme Alexandre le Grand avait disséminé un petit peu la religion des Grecs, un petit peu partout en Asie, en Inde, etc. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté, puis donc c'était un vrai plaisir de reprendre contact avec vous avec ce soleil. C'était pas du tout prévu, mais voilà, j'en suis content. Allez, à bientôt.